On vous retrouve pour la suite, Germain Pouli. Vous avez la parole. On parlait du Mali, la France qui remet au FAMA, les forces armées maliennes, la base militaire de Gossi dans le nord. Oui, nous disions que je ne crois pas que la France laisserait ce matériel russe, même si la France est l'un des pays occidentaux qui parlent plus russe. La dernière fois, Macron était allé voir Poutine. Mais sur le terrain malien, je crois que l'armée et les autorités maliennes ont choisi la Russie pour les aider à sécuriser le pays. La France va contribuer avec ce matériel, peut-être avec un ou deux experts qui vont rester un temps, juste pour former une équipe malienne capable d'utiliser tout le matériel qu'il y a. Mais en même temps, comme je le disais, je pense que pour la plupart du matériel, les Maliens eux-mêmes qui ont fait des études sur ce matériel, donc en France notamment, pourront facilement l'utiliser. Mais je crois que la France a eu de la hauteur en laissant ce matériel parce que l'opinion africaine ne s'attendait pas à cela. C'est qu'on vous a chassé, vous partez avec tout. Et donc des choses qui peuvent servir dans la logique, même pas simplement africaine, c'est que quand on vous chasse, vous partez avec tout ce que vous avez de bien. Vous ne laissez pas le bien pour servir. Et donc la France, en le laissant, elle a fait preuve de grandeur. Mais en même temps, c'est pour dire que les ponts ne sont pas totalement coupés. Nous sommes partis, mais nous sommes toujours aux côtés du Mali ou du peuple malien. Et ça ouvre d'autres perspectives, peut-être même avec ce gouvernement ou peut-être avec le gouvernement qui arrivera après la transition. Alors, Jérôme Sossou, les Maliens sont libres de faire ce qu'ils veulent, a ajouté également le colonel Iani. Alors, la question qu'on se pose, Germain l'a dit tout à l'heure, est-ce que vous pensez que les Maliens vont pouvoir bien utiliser d'abord ces matériels? Mais s'ils savent le manier ou le manipuler, pourquoi pas? Et je crois bien savoir que, comme l'a dit d'ailleurs Germain tout à l'heure, les officiers maliens ont été formés justement en France. Et donc, s'ils sont formés en France, cela suppose qu'ils pourraient quand même simplement savoir utiliser ce matériel. Maintenant, est-ce que la France ou l'armée française a laissé ce matériel-là ou ce dispositif-là pour l'utiliser comme on veut ou bien pour l'utiliser pour un objectif précis? Si c'est pour l'utiliser comme on veut, bon, je n'en sais rien, mais je crois savoir que ça devait être quand même pour un objectif précis. Et on a installé la base là-bas, c'est contre les djihadistes. Et donc c'est dans le même sillage que forcément la FAMA va l'utiliser. Et donc moi je ne trouve pas d'inquiétude pour quand même à la force malienne de prendre à ce matériel. Et Firmin l'avait dit, c'est beaucoup d'argent avec lequel on a mis ce matériel là-bas. Et je crois que si ce matériel... On parle de 400 conteneurs. C'est lourd. 400 conteneurs, c'est beaucoup. Si ce dispositif peut quand même permettre le Mali à se protéger contre les djihadistes, je ne pense pas qu'ils vont l'utiliser comme bon leur semble. Et donc c'est du sérieux qui doit être en tout cas fait, à mon avis. Oui, Firmin Teko Agbo. Non, quand le colonel français dit que les Maliens peuvent faire maintenant ce qu'ils veulent, moi je m'inscris en faux. Dans ce monde, aucun pays dans ce monde ne peut plus faire ce qu'il veut. Vous imaginez, nous sommes tous guidés par l'international, par les intérêts extérieurs. Donc, aucun pays ne vit en autarcie pour vivre comme il veut. Aucun, même les États-Unis. Les États-Unis sont guidés par ce qui se passe en Europe et dans le monde. Il ne faut pas qu'ils nous trompent. C'est ce que peut-être les Africains ne comprennent pas. Le Mali n'est pas un territoire indépendant. Aucun pays ne peut nous dire qu'il est indépendant aujourd'hui. La France n'est pas à 100% indépendante. Du moment où elle fait partie de l'Union européenne. La France, par rapport à un certain nombre de produits, dépend de l'Allemagne, dépend de la France, dépend de la Russie, dépend des États-Unis, dépend de l'Afrique, vice-versa. C'est toujours comme ça. Nous sommes dans comme on le dit, un village planétaire où nous dépendons l'un de l'autre. C'est ce que les Africains ne comprennent pas. Le Mali n'est pas un État indépendant, tout comme tous les pays de par le monde. Nul n'est indépendant. Et c'est ce que le Mali veut aujourd'hui. Le Mali, c'est ce qu'il veut, mais ça me paraît bizarre. Mais ils disent vouloir ça alors qu'ils font
appel à d'autres puissances, dont la Russie. Je me sens qu'il y a un petit paradoxe dans... Peut-être que c'est une période de transition. Surtout la Russie est là pour aider le Mali sur le plan sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, sur le plan de la transition. Mais il y a une petite question qui me taraude toujours. Je me demande, qui taraude toujours mon esprit, je me demande si véritablement les Maliens connaissent véritablement la carte géologique, la carte minière du Mali. Je me demande qu'est-ce qu'ils connaissent toutes les richesses du sous-sol que regorge le territoire malien. Je me demande. Vous voulez les informer? Non, oui, peut-être. C'est la question que je pose. Parce que s'ils connaissaient véritablement la carte minière ou la carte géologique du Mali, ils ne penseraient jamais que la France pourrait un jour partir. Au moins... Avec cette carte, si vous lisez un peu cette carte... C'est au Mali, c'est pas à la France. Oui, regardez, ce que je voudrais dire, c'est-à-dire, aucune puissance ne peut voir toute cette carte-là et chercher à partir. Ça veut dire, les États-Unis, ils sont au Mali, l'Union européenne est au Mali, la France est au Mali. Personne ne peut jamais, aucune puissance occidentale ne peut jamais accepter partir. Donc c'est pour cela que quand on nous dit aujourd'hui que la France est en train de partir, la France n'est pas en train de partir. La France ne peut pas avoir cette carte minière, savoir toutes les richesses que regorge le territoire malien et vous chercher à vouloir partir. Les Maliens se trompent. La France ne part pas et elle ne partira pas. Personne ne pourra la forcer à partir. On nous fait les Russes. Moi je dis que les Russes et les Français se sont bien entendus derrière les Maliens, alors que les Maliens ne s'en ont pas aperçu. Goïta ne s'en est pas aperçu. Pour Goïta, la France est en train de partir. Goïta, il faut que les spécialistes de la géopolitique, de la diplomatie essaient de lui expliquer un certain nombre de choses pour lui dire que les Russes ne sont pas là parce qu'il est très beau. Les Russes sont là, ils se sont bien entendus déjà avec les Français. Parce que ils sont là pour les aider. Ils sont là visiblement pour les aider. Mais au finish, on va voir s'ils pourront les aider. Ce n'est pas les Russes, ce sont pas les Russes qui vont les aider à combattre le terrorisme. Le jour où les Occidentaux décideront peut-être, ou peut-être les Africains peut-être prendront le problème à bas le corps, peut-être on dira non au terrorisme et ce sera fini. Le terrorisme, parce que les Occidentaux ont décidé que le terrorisme ou l'État islamique disparaissent en Syrie et cela a disparu en Syrie. Pour le moment, peut-être ce n'est pas encore le cas en Afrique, mais les Maliens doivent savoir que on est en train de les bluffer et ils se bluffent, ils se trompent eux-mêmes parce que la France ne part pas. La France peut dire je pars, mais elle ne part pas, elle ne partira pas. Alors, Jérôme, vous voulez peut-être contrecarrer ce que Firmin a dit. Est-ce que la France, si la France va toujours rester partir, tant mieux. Mais bon, elle ne doit pas faire en tout cas semblant de nous dire qu'elle est en train de partir. Alors, si la France ne veut pas partir, qu'elle reste. C'est mieux de nous dire qu'elle n'arrive pas à partir. Ouais, c'est ça. Moi, je crois que c'est vrai, on peut le considérer comme ça. Hein, si la France a laissé tout ça là, casse un conteneur gratuitement. Ça veut dire que les liens ne sont pas complètement rompus. Ça veut dire que la France est en train d'aller, de réfléchir, de revenir. Bon, on peut le prendre comme ça. Mais donc votre ami Germain avait raison. En disant que la France n'est pas partie, hein. Elle pense revenir. Oui, mais sauf que la France ne nous dit pas clairement qu'elle part définitivement. J'ai suivi toutes les déclarations faites par le colonel qui dit que c'est ça l'arrière passé. Il laisse ça, que le Mali est un État souverain qui peut en faire ce qu'il veut avec le dispositif laissé. Bon, si c'est de l'hypocrisie, tant mieux. Si demain la France regrette parce qu'elle est partie et veut revenir, je crois que elle décidera et le Mali aussi décidera. Dans tous les cas, les Maliens ont voulu que la force Barkhane quitte leur territoire. Normalement, la France devait partir avec tout. Mais si la France laisse ça, cela suppose que les Maliens ne sont pas encore libres, totalement libres. Dans tous les cas, moi j'aurais souhaité que la France nous dise clairement qu'elle ne part pas encore. Et je serai tranquille dans mon cœur. Et ça c'est clair. Non, mais en fait la France n'a pas demandé à partir. Oui, ce sont les militaires qui ont demandé à la France de partir. Non, même pas les Maliens, c'est les militaires. Vous voyez les dirigeants actuels du Mali. Non, vous voyez que la France fait une différence entre les Maliens et les militaires. Si les Français étaient sûrs qu'ils ne vont plus collaborer avec les Maliens,
ils allaient peut-être partir avec tout le matériel. Mais ils savent qu'il y a une junte, et ils ne cessent de le répéter, qui est illégitime parce qu'il n'est pas issu des urnes, qui prend des décisions qui ne sont pas véritablement l'aspiration des Maliens, même si la tendance populiste aujourd'hui dit que on veut que les Maliens partent et les Français partent. Ce n'est pas sûr que la majorité des Maliens veulent vraiment que les Français partent. Pour la simple raison que les Maliens et les Français sont liés de longue date. Il y a plein de Maliens en France, il y a plein de Français au Mali, et je ne pense pas que les peuples français et maliens ont envie de rompre cette coopération. Donc, je crois que les Français se disent, ce régime est transitoire, même s'il va faire 4 ans ou 5 ans, comme ils le souhaitent. Il partira. Peut-être que les nouvelles autorités qui viendront après les élections vont rétablir les relations. Donc, je pense que la France, probablement également dans ce calcul, mais après, il n'y a pas que la France qui est au Mali, il y a les Chinois qui sont au Mali, il y a les Indiens, il y a les Turcs, tous ceux qui peuvent exploiter les opportunités, je ne parle pas des richesses, mais des opportunités, parce qu'on donne toujours l'impression aussi que les autres viennent piller l'Afrique, et que non, ils viennent faire des affaires en Afrique. Maintenant, il faut que ce soit vraiment du gagnant-gagnant, parce que généralement ces investisseurs-là, quelle que soit leur couleur, ils gagnent beaucoup plus que le pays dans lequel ils exploitent cette opportunité-là. Donc vous avez vu un peu en Guinée ce qu'essaie de faire de manière trop musclée le colonel Doumbouya, ce qui est réel, mais peut-être que la procédure est vraiment très mauvaise pour arriver au résultat qu'il escompte. Donc c'est un peu cela. Mais je crois que la France va loin. La France n'a aucun intérêt à quitter le Mali. Les Maliens n'ont aucun intérêt aussi à quitter la France. Et ils pensent que c'est peut-être une phase qui va vite s'écouler. On ne sait pas, mais c'est vraiment un geste de grandeur parce qu'on ne s'attendait pas à ce que la France laisse tout ce matériel-là. Et si les Maliens aussi tenaient à leur indépendance, ils pourraient dire on n'en veut pas, on va en acheter. Ils pouvaient dire mais on n'en veut pas, on va en acheter. C'est dit qu'eux aussi ont intérêt à garder ce matériel puisqu'ils seraient obligés de l'acheter. Que ce soit chez les Russes ou chez les Américains ou même chez les Français, ils pourraient être obligés de les acheter. Et je pense que c'est une bonne chose pour ces deux pays parce que l'attitude de la France aujourd'hui permet d'envisager un avenir assez serein entre les deux pays. C'est vraiment exceptionnel. Comme le disait Firma, peut-être on s'attendait à ce que les Français ramassent jusqu'aux cuillères et à tout ce qu'ils ont apporté au Mali. Mais s'ils laissent un matériel d'une telle importance, c'est dit que l'avenir entre ces deux pays, les relations d'avenir ne sont pas totalement détruites et qu'elles peuvent se normaliser. Et si vous le permettez, on va rester avec vous. On passe au Togo, on a assez peu de temps. Juste 30 secondes. Oui, 30 secondes, c'est pour rebondir un peu sur ce que Germain Pouli a dit tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression que la France prépare les futures échéances électorales du Mali. Oui, c'est la question qui me vient toujours à l'esprit. La France se dit, bon, là, avec la junte, bon, j'ai plus trop grande chose à négocier, mais il faut que je me prépare, je me lance peut-être dans les 5 prochaines années à venir pour voir qui positionner et à la place de qui. Et moi, je me demande si la France ne serait pas en train peut-être de discuter avec les différents acteurs politiques du Mali pour voir, pour être beaucoup plus en avant sur la junte. Est-ce qu'ils sont là? Parce qu'on nous avait parlé du 25 mars, c'est passé. Hein? Non, les acteurs sont là parce que la plupart des acteurs sont fâchés avec la junte. Ils ne s'entendent plus avec la junte. N'oubliez pas que l'un des pionniers ou des patrons de ce mouvement du 23 juin, comment il s'appelle? Le grand imam, Diko. Voilà, imam Diko est en désaccord avec la junte aujourd'hui. Ils ne s'entendent plus, alors qu'au départ, c'était un amour très serré. Aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas un divorce total aussi. Oui, ce n'est pas un divorce total, mais les deux ne s'entendent plus. C'est quelque chose sur le plan politique. C'est quelque chose déjà sur le plan politique. Donc, politiquement, la junte est en train de perdre. La junte se dit qu'on peut tout régler avec les armes, alors que ce n'est pas possible. C'est la politique et la diplomatie qui construisent véritablement une nation. Les armes sont là pour
pour assurer la sécurité de la nation. Mais diplomatiquement et politiquement, moi je pense que la France est en train de faire un travail en sourdine dont la jeune ne s'en aperçoit pas. La France n'est pas partie politiquement, elle est là. Diplomatiquement, elle est là. Et elle sera toujours là, c'est-à-dire aux grandes dames des Maliens. Pour conclure, moi, ce n'est pas pour dire que nous sommes pour X ou Y. Nous sommes en train de mener un raisonnement logique. C'est pour dire que, c'est-à-dire, nous, jeunesse, il ne faut pas que les jeunes se trompent. Nous sommes dans un monde où l'on a besoin l'un de l'autre. Il ne faut pas que la jeunesse se trompe, où la jeunesse, au nom d'une certaine émotion, parle d'un certain panafricanisme, imaginaire panafricanisme qui n'existera jamais. La France ne partira pas. Le Mali a besoin de la France, la France a besoin du Mali. C'est comme je l'ai dit, les Européens ont besoin des Africains, les Africains ont besoin des Européens. Alors, on revient vers vous. Jérôme Sossou, je prends un peu du temps parce que je t'appelle Germain, parce que c'est ton ami. On va parler du Togo décentralisation tant souhaité par les Togolais et voulu surtout par les Togolais, décentralisation justement des communes. Il y a des difficultés au niveau de la trésorerie, vous confirmez? Bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe concrètement? Sauf que je ne suis pas maire. Vous êtes journaliste, vous pouvez savoir. C'est chercheur d'informations. C'est vrai que ils sont pour la première expérience, parce que la décentralisation a été toujours voulue par les Togolais, mais aujourd'hui qu'elle est là, ça se complique. Ça se complique. Les 2 premières années, on a vu tout ce que les maires ont fait, et actuellement, les choses ne sont plus comme avant. C'est vrai qu'au départ, on a constaté un laxisme, une manière volontaire de faire. Et les maires abusent comme ils voudraient, ce qui a peut-être amené le ministre de la décentralisation à revoir un tout petit peu les choses. Aujourd'hui, on a mis tellement de garde-fous que les maires ne pourront quand même se donner ce plaisir d'avoir de l'argent, même pour comment peut-on accomplir leur mission. Actuellement, on nous parle de contrôleurs financiers, de DAF, de ci et de ça. Ce qui fait que réellement, moi je connais des mairies qui ont fait des grands projets et qui, à ce jour-là, ne pouvaient même pas commencer ces projets-là. Au Togo? Au Togo. Au Togo. Et si les maires ne pourront pas, ou les mairies ne pourront pas avoir de l'argent pour faire le travail, la décentralisation aura une panne en allant. Il y a tellement de choses qu'on met aujourd'hui en place qui empêchent véritablement, en tout cas, le savoir-faire de ces maires. Je ne vais pas citer des mairies pour se faire des jaloux, je ne vais pas citer des noms pour créer d'autres situations, sauf que je sais qu'il y a des problèmes. Le seul exemple que je voudrais donner, c'est que au début de chaque année, les maires font ce qu'ils appellent des budgets, et que ces budgets-là devaient quand même être validés par le ministre de la décentralisation. Et la dernière fois, les maires ont soumis ces projets et ces budgets. Il a fallu 3 mois et plus avant qu'on ait validé ces budgets-là. Peut-être qu'on est en train de les étudier. Oui, mais je suis d'accord, mais s'il faut prendre tout ce temps pour étudier avant de valider, quand est-ce qu'on va commencer les projets, quand est-ce qu'on va les réaliser? C'est ça aussi. Et surtout que le ministre a ses yeux, son regard dedans, de façon que les maires même sont bloqués à des moments donnés pour quand même sortir le projet pour le faire réaliser sur le terrain. C'est à ce moment-là que moi je me dis que c'est vrai, on a besoin de la décentralisation, on l'a souhaité, mais à mon avis, le problème reste en tout cas entier. Parce que si les maires ne pourront pas avoir la main libre aujourd'hui pour faire le travail, parce qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'on ne leur permet, parce qu'on les met même dans des fourchettes. Il arrive des fois qu'on fait le budget, on supprime des articles, on supprime, et puis on les laisse dans une fourchette donnée, ce qui ne leur permet pas quand même
réaliser tout ce qu'ils pouvaient quand même réaliser. Et ça fait, en tout cas, moi, ça me dérange un peu. Sauf que dans certaines mairies, bon, des gens ont utilisé l'argent comme ils veulent. Et ça aussi peut avoir des répercussions dans tous les cas. Et là, vous comprenez un peu le ministre de l'administration. Je n'accuse pas totalement le ministre. Je l'ai dit tout au début, qu'il doit avoir ses regards dedans. C'est-à-dire c'est pour limiter les dégâts. Mais si c'est trop, ce n'est pas bien. Oui, si c'est trop, ce n'est pas bien. Si on ne donne pas la latitude, du moins aux mairies de faire le travail pour lequel elles sont arrivées, ça aussi, ça pose problème. Je suis d'accord que le ministre doit regarder dedans pour limiter, pour empêcher ceux qui sont budgétivores de faire ce qu'ils veulent avec l'argent du contribuable. Et maintenant, si c'est plus ou moins exagéré, c'est là où ça va quand même retarder le développement de ces communes-là. Alors, Germain Pouli, elles n'ont pas je vais parler de ces mairies, elles n'ont pas d'autonomie financière ou bien elles ont des difficultés de trésorerie. Ouais, dans les deux, il n'y a pas une autonomie financière totale. Et elles ont des difficultés de trésorerie parce qu'il n'y a pas l'argent dans les caisses des mairies. Les mairies attendent les subventions de l'État. C'est ça la raison. Les mairies attendent aussi de percevoir les taxes auprès des citoyens ou des opérateurs économiques qui relèvent de leur ressort territorial. Les mairies aussi attendent que la taxe d'habitation qui doit passer par les factures d'électricité aussi soit payée et renflouer leur caisse. Donc c'est un peu ça, et généralement les maires font des projets et ont du mal à mobiliser l'argent pour pouvoir exécuter ces projets-là. La dernière sortie, c'est au niveau de la mairie du Golfe 5, où le maire, lors de la session, a eu le courage de dire ouvertement que les poches étaient vides, ce qui a semblé étonner les journalistes qui pensaient que toutes les mairies avaient de l'argent. La réalité, c'est ça. Il y a plein de conseils municipaux qui ne sont même pas payés. Les jetons de présence, on n'arrive pas à payer. Il y en a dans certaines mairies, dans des mairies rurales, quelque part à l'intérieur du pays, où des maires ont des arriérés de salaire. Ils ne sont même pas payés. Ça, je ne sais pas si ça s'est amélioré depuis, mais entre-temps, j'ai eu des cas comme ça dans certaines communes, donc à l'intérieur du pays. Et c'est assez difficile. C'est difficile parce que on n'a pas aussi beaucoup communiqué sur la contribution des citoyens. On croit que le maire trouve l'argent ailleurs, à travers les jumelages en France, à travers une coopération à l'étranger, à travers ce que l'État donne pour faire marcher les mairies. L'État a déjà son programme, a besoin d'argent pour réaliser ses projets. L'État n'en a même pas suffisamment. Mais quand l'État donne, il veille à l'utilisation de l'argent qu'il donne. Après, il y a l'OTR qui facilite la mobilisation, mais ça reste toujours insuffisant. Il faut percevoir les taxes et on a vu parfois les drames auxquels la perception de cette taxe-là ont donné sur des marchés avec des agressions sur des commerçants et sur les percepteurs donc, de cette taxe-là. Mais la vérité est là, et ce qu'on peut saluer dans la décentralisation ici au Togo, c'est qu'elle s'inspire des erreurs des autres. Vous savez, il y a eu les mairies un peu partout en Afrique noire, mais ça n'a pas véritablement marché, contrairement à ce qu'on a présenté, comme il faut aller au local et puis le pays se développe. Non, on a vu des maires, beaucoup ont eu même des problèmes, ont fait la prison, d'autres ont dû s'enfuir parce qu'on leur reproche des détournements. Le Sénégal par exemple. Voilà, et au Bénin à côté aussi, et voilà, le maire de Cotonou est en France, en fuite depuis quelques années déjà. Et donc c'est assez compliqué. Et ici, on a la chance quand même qu'il y a un pays comme l'Allemagne qui a une expérience assez grande de la décentralisation, qui accompagne le processus de décentralisation. Et donc l'Allemagne, avec le département du ministre délégué en charge du développement des territoires, fait un travail énorme pour former et encadrer les maires. Et aujourd'hui, au Togo, on a le programme de développement communal, qui est un document qu'on a élaboré
et qu'on apprend aux maires à faire un projet, un programme de développement de la commune avec un budget. Et donc c'est un canevas dans lequel les maires doivent se mettre. Et c'est peut-être ça que déplore Jérôme quand il dit que ça prend du temps, le ministre suit dans ses pouvoirs si les maires respectent ça. Mais tout ça contribue à une bonne gouvernance de nos mairies. Bon, là, je pense que ça va aller, mais la vraie difficulté aujourd'hui, c'est la mobilisation des recettes. Les taxes sont difficiles à percevoir parce que, c'est vrai, les citoyens sont dans des difficultés économiques actuellement et personne n'a envie de payer les taxes. Mais après, c'est qu'on n'a pas l'habitude aussi de payer les taxes. Et donc, quand on nous dit aujourd'hui, vous avez une petite affiche sur votre petit commerce, on dit de payer. Les gens ne sont pas d'accord. Vous verrez aujourd'hui plein d'affiches sans inscription. Les gens enlèvent carrément les écriteaux parce qu'on leur dit de payer. D'autres mettent, ils ne mettent rien. Après, quand vous avez des activités, avant ceux qui étaient dans les marchés, on perçoit rapidement. Maintenant, tous ceux qui ont une petite activité, donc il faut que les mairies, peut-être avec l'accompagnement de l'OTR et de l'État, passent vraiment une campagne de sensibilisation pour que les citoyens comprennent que c'est eux qui doivent contribuer pour que les maires aient les moyens de travailler pour eux. Parce que l'État aussi a ses charges. Ouais. Mais ce que l'État donne ne suffira pas du tout. Et il faut que les mairies mobilisent. Aujourd'hui, la coopération décentralisée ne marche plus. Avant, il y avait au moins les mairies. Là aussi, les États donnaient en France, un peu partout aujourd'hui en France. L'État ne donne plus grand-chose aux mairies. Ces mairies ne peuvent plus donner à leur mairie en jumelage en Afrique un peu partout. Donc il faut vraiment qu'on apprenne à mobiliser. Il faut vraiment sensibiliser. C'est très difficile aujourd'hui sur le plan budget au niveau des communes du Togo. On a encore 3 minutes, on est pris par le temps. Que faire, Firmin Tekouago? Non, Germain Paulier a dit quelque chose d'important. Donc, il faut amener la population à comprendre que c'est elle qui doit aider, qui doit contribuer au développement des communes. En fait, ça rentre dans le cadre de notre projet que nous réalisons avec les communes modèles, communes veulent préserver notre environnement. En fait, c'est pour expliquer ce genre de choses que nous sillonnons les communes. Nous avons déjà fait 5 communes, Goff 5, Goff 1, Bamono 2, à Titogon, nous avons fait aussi Vaux 4, Vaux 3. Non, en fait, c'est le centre. C'est le centre de recherche et de géopolitique internationale. En fait, avec ce projet, nous essayons d'expliquer aux administrés que, en réalité, la mairie n'a pas d'argent. C'est à eux aussi de contribuer au développement en payant les taxes, en initiant de petits projets pour soutenir la commune, que l'argent en réalité ne va pas tomber du ciel. En fait, pour ce qui concerne tout l'argent dont une commune a besoin, c'est beaucoup de choses. Il faut la contribution de l'État, il faut la contribution de la commune, elle aussi. Et à ce niveau, il faut beaucoup de formation. Parce qu'il y a des conseils municipaux qui ne savent pas qu'en réalité, il leur faut des projets pour soumettre à un certain nombre de bailleurs. Les gens sont là peut-être, on a été dans certaines mairies, ils se disent, ils passent toute la semaine à aller d'atelier en atelier. On leur dit, mais vous ne pouvez pas avoir de l'argent avec ça. Ouais. Pendant ce temps, vous devez réaliser où il y a une équipe qui doit être mise en place pour écrire des projets et les soumettre et chercher des bailleurs. Parce que c'est à ce prix-là que vous pourriez arriver à mobiliser un certain nombre de ressources. Parce que si vous attendez tout de l'État, ça va vous être très difficile. Parce qu'aujourd'hui, l'État n'en a pas pour vous donner suffisamment. Donc il faut, et la population, pour rédiger des projets aussi à son niveau et les réaliser, il faut des conseils municipaux, les communes aussi pour réaliser des projets avant que l'État aussi n'envoie. À ce niveau, globalement, on a besoin de la formation au niveau des conseils municipaux et la formation au niveau des leaders communautaires. C'est ce que nous essayons de faire parce que dans nos rencontres, nous essayons de rencontrer les leaders communautaires, les chefs de village, les chefs de quartier, les jeunes, les femmes, pour leur dire, mais contribuez au développement de vos localités. C'est aussi une de vos responsabilités parce que quand on parle de la décentralisation, c'est un tout. C'est les leaders communautaires, c'est les conseils municipaux, c'est les maires et aussi c'est l'État qui apporte sa part. Alors, ce que moi la petite pique que je voudrais lancer à l'État, on a compris que dans des communes un peu reculées, il n'y a pas du tout d'argent. Le contrôle est encore beaucoup plus strict. Il faut mettre un peu plus pour les communes pauvres, les communes dites rurales, il faut que l'État injecte un peu plus d'argent.
Il faut que l'État un peu, c'est-à-dire on ne va pas comparer peut-être les communes de la ville de Lomé ou de la capitale à certaines communes d'Atati-Togo. Parce qu'à Atati-Togo, par exemple, quelquefois c'est tout un désert en termes de ressources financières. Donc il faut que l'État peut-être choisisse ces communes qui ont besoin de beaucoup plus de moyens pour pouvoir y injecter un peu plus d'argent. Donc je pense que c'est à ce seul prix que ça pourrait marcher. Et puis l'autre chose pour conclure, c'est pour dire que le Togo est en construction en termes de décentralisation. C'est le premier mandat que nous avons lancé. Le premier exercice, donc ça va être un peu difficile parce que cet exercice, ce mandat va nous permettre d'apprendre, va permettre aux maires, aux conseils municipaux, aux communautaires d'apprendre en matière de gestion. Donc ça va être difficile. Peut-être au deuxième mandat, on va essayer de commencer par sortir la tête de l'eau. Au troisième, peut-être on va parfaire. Merci beaucoup à vous, Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Vous êtes également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte votre nom, Firmin Teko Agbo. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Ça a été également un plaisir d'être avec Jérôme Sossou, journaliste directeur de publication de Triangle des enjeux, et son ami, il faut le préciser, Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. Je sais que vous allez vous voir après pour un pot de café. Tu as sur notre amitié. Oui, vous êtes des amis, il faut que les gens le sachent. Merci beaucoup à vous. C'est nous qui vous remercions. Merci à tous les téléspectateurs également. On se retrouve en bas, je serai dedans. Hein. Oui, pour un bon café. Dans tous les cas, peut-être ce que Michel ne sait pas, c'est que j'ai connu Germain, ce n'est pas aujourd'hui. Ouais. On est ensemble depuis, on a fait tellement beaucoup de choses ensemble. Et c'est ce que je dis. Merci beaucoup à vous. Des dégâts en plus. Allez, merci également à nos chers amis toujours scotchés pour nous accompagner. Nos programmes se poursuivent. À bientôt.